Bonjour à chacune et chacun. Merci de m'accueillir une fois de plus parmi, à l'occasion de ces journées de soins palliatifs régionales ou nationales. Comme on vous l'a dit, je suis belge, je ne m'en excuserai pas, mais vous savez que personne n'est parfait, donc voilà. Noblesse et beauté de la pratique des soins au corps abîmé. Lorsqu'on regarde les quelques lignes qui servent, on peut dire, d'argument en fait, au programme corps abîmé, meurtri, affaibli par la maladie, comment en prendre soin, mais aussi pourquoi aller jusque-là? Est-ce un des travers des soins palliatifs? Comment accompagner les proches témoins de cette dégradation? Eh bien, on voit là un certain nombre de questions qui, au fond, révèlent, j'ai envie de dire, un travers, mais non pas un travers des soins palliatifs, parce que la question, est-ce un travers des soins palliatifs? Tout de suite, j'ai annoté, mais non, c'est une qualité des soins palliatifs. Mais de quel travers est-il question au fond? Eh bien, c'est d'une réflexion et d'une orientation qui est essentiellement tournée vers la maladie et pas vers le malade. Et nous devons nous rappeler, même si finalement on n'a pas toujours envie de l'entendre, que ce qui a permis à la médecine de devenir aussi rayonnante qu'elle l'est, aussi efficace qu'elle l'est, c'est néanmoins, ça a nécessité néanmoins, on le dit comme ça dans la littérature, de mettre entre parenthèses la parole du sujet. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce qui fait la performance de la médecine, eh bien, c'est de pouvoir s'intéresser à la maladie en vue de guérir la maladie, en vue de sauver des vies. Et c'est ainsi qu'est né ce fameux sentiment d'échec en médecine. On est en échec quand on ne peut pas sauver une vie, quand on ne peut pas guérir une maladie. Et des expressions donc, que vous avez peut-être pu entendre lorsque on dit à propos d'un patient « il n'y a plus rien à faire », vous entendez bien que ça n'est pas du malade dont on parle, mais de sa maladie. Parce que si l'on parlait du malade, on considérerait qu'il y a toujours quelque chose à faire pour prendre soin de ce qui vit chez un vivant. Et je dirais qu'aujourd'hui, et pour ces dernières années qui caractérisent, je dirais, ma carrière professionnelle, mon engagement est celui de vouloir rappeler en permanence ce que l'on oublie si facilement dans la pratique quotidienne des soins, rappeler en permanence que le malade n'est pas la maladie qu'il a. Et j'invite toujours mes étudiants, je leur dis à mes étudiants, écoutez, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, ce serait cela, le malade n'est pas la maladie qu'il a, et c'est ce qui permet finalement peut-être d'orienter ce regard que l'on porte sur la personne malade. On oublie de ce fait, et c'est à mettre en lien notamment avec la question comment accompagner les proches, on oublie de ce fait que si les professionnels de la santé en général ont bien entendu une mission pour lutter contre la maladie et pour sauver des vies, on oublie qu'il y a au fond quelque chose de plus fondamental, qui est d'aider les personnes à vivre ce qu'elles ont à vivre. Et quand je dis aider à vivre ce qu'elles ont à vivre, les personnes, je ne parle pas seulement des situations de fin de vie, mais je parle bien de tout ce qui surgit comme événement pathologique, traumatique, peu importe. Lorsque on est confronté à la maladie, même une maladie bénigne qui peut éventuellement nous embêter un petit peu dans nos organisations, la question qui se pose toujours, ou qui devrait toujours se poser, c'est comment vous vivez tout ça? Et on peut dire ainsi que, pour moi, la mission ultime des professionnels de la santé, qu'ils soient au contact de personnes dont la maladie peut être guérie ou au contact de personnes atteintes d'affections chroniques, c'est toujours de se poser cette question-là. Comment est-ce qu'on peut vous aider à vivre ce qu'il y a à vivre? Et cette question ne concerne pas seulement la personne désignée comme le patient ou le malade, mais également les proches de ces personnes-là, parce que nous savons
que les proches vivent parfois plus difficilement que le malade lui-même ce qu'il y a à vivre. Et nous savons aussi qu'un certain nombre de malades ou de résidents en EHPAD, par exemple, sont plus soucieux de ce qu'ils infligent à leurs proches comme difficulté que ce qu'ils vivent eux-mêmes. Et vous voyez que cette orientation-là, aider à vivre ce qu'il y a à vivre, eh bien, permet au fond de modifier le regard. On peut le dire, de recentrer le regard sur la personne qu'est le malade et pas seulement sur sa maladie et sur les différents actes que cette maladie ou cette dépendance requiert. Et ce que je suis en train de dire là en vous disant, en vous rappelant, en insistant un petit peu sur le fait que le malade n'est pas la maladie qu'il a, est pour moi eh bien, une caractéristique des soins palliatifs. Nous évoluons historiquement dans une médecine de la maladie. Nous n'évoluons pas historiquement dans une médecine du malade. Nous n'évoluons pas historiquement dans une médecine de l'homme, mais bien dans une médecine du corps de l'homme. Et c'est dans cette médecine de la maladie, c'est dans cette médecine du corps de l'homme, c'est dans un système de soins qui est fait pour la maladie et pour les actes que requiert le corps, qu'une petite finalement, incursion a eu lieu avec la survenance des soins palliatifs. Et on peut considérer que dans cet univers de la médecine de la maladie, eh bien, il y a une petite parenthèse que sont les soins palliatifs et qui se présentent comme une médecine du malade. Et avec un certain nombre de mes collègues, nous pensons qu'effectivement, ce qu'est l'exception, ce que représente l'exception aujourd'hui des soins palliatifs dans le système de soins, devrait au fond devenir la règle demain dans tout le système de soins, si l'on veut en tout cas développer une médecine du malade, une médecine attentive au sujet qu'est le malade et pas seulement aux effets de sa maladie. Et ce que je vous dis là a un impact important sur l'orientation que l'on peut donner à la formation initiale des professionnels médicaux et paramédicaux, parce que très vite les professionnels sont finalement happés par la maladie, impressionnés par les actes que l'on peut poser, et très vite ils sont finalement conduits à oublier le malade au profit de la maladie. Et il y a de ce fait-là une forme de hiérarchisation qui s'institue très rapidement entre les secteurs qui sont considérés comme plus nobles, plus prestigieux, et ceux qui seraient de second ordre. Vous savez que ce n'est pas la même chose, par exemple, d'être infirmier ou médecin de réanimation que d'être infirmier ou médecin en EHPAD, par exemple. Quand je dis ce n'est pas la même chose, c'est par rapport à la considération professionnelle. Et vous voyez que cette hiérarchisation entre les services de soins montre combien il y a une forme de prestige associée à la maladie que l'on peut guérir et aux vies que l'on peut sauver, et puis finalement parfois jusqu'à un dénigrement des structures où au fond eh bien, on ne cherche pas à guérir des maladies. On ne va pas, par exemple, en EHPAD ni en soins palliatifs pour guérir de sa vieillesse ou guérir de sa maladie. Il y a un oubli, si vous voulez, qu'on va dans ces structures-là pour être aidé à vivre ce qu'il y a à vivre. Et ceci me semble être extrêmement important, et on peut espérer que les soins palliatifs de plus en plus essayent d'imprégner, d'orienter la réflexion et la formation des différents professionnels, non pas pour leur dire qu'ils ne puissent pas aller travailler en réanimation, on en a bien besoin et nous sommes tous contents de pouvoir bénéficier de ces professionnels-là, mais pour leur rappeler, pour les aider à prendre conscience que si il y a effectivement un intérêt majeur à guérir des maladies et à sauver des vies, ça n'autorise en rien à sous-estimer ce qui se passe dans d'autres secteurs. Et c'est à partir de là que l'on peut, de mon point de vue, révéler ce que sont véritablement la noblesse et la beauté des pratiques soignantes, quelles qu'elles soient. Et ces pratiques soignantes, quelles qu'elles soient, au fond, eh bien, on peut les regarder, par exemple, à travers le prisme de l'éthique. Une manière de dire l'éthique, il y a bien des façons de dire l'éthique et des façons qui sont parfois très abstraites, à tel point qu'on ne sait pas très bien, au fond, ce qu'est l'éthique concrète dans le quotidien des pratiques. Mais si on s'intéresse concrètement à l'éthique dans le rapport aux hommes et aux femmes malades et à leurs proches, eh bien, une manière de dire l'éthique, eh bien, c'est d'aider
c'est d'aider à rendre ce qui est difficile à vivre un petit peu moins difficile, ce qui est compliqué un petit peu moins compliqué, ce qui est tragique parfois un petit peu tragique, agir pour atténuer ce qui est difficile, compliqué, ce qui est tragique. Et vous voyez que nous pouvons identifier un certain nombre de conditions pour cela. Et je dirais que la toute première condition, eh bien, c'est de travailler, et encore une fois, je suis pour ma part très soucieux, notamment à partir de la question de la formation initiale, de travailler à la considération que l'on a pour l'humanité d'autrui. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on se pose la question, pourquoi aller jusque-là? Pourquoi prendre soin d'un corps qui est éventuellement si abîmé, si meurtri? Eh bien, c'est véritablement par considération que l'on a pour l'humanité de cet autre. Cette considération pour l'humanité de cet autre, eh bien, elle nous conduit au fond à devoir développer quelque chose qui apparaît encore parfois comme accessoire, voire parfois encore comme une forme d'interdit. C'est la nécessité pour moi incontournable de développer la sensibilité dans nos structures, la sensibilité des professionnels à ce qu'il y a à vivre. La sensibilité, je le rappelle, n'est pas la sensiblerie, mais si l'on n'est pas sensible à la situation de l'autre, eh bien, au fond, elle nous indiffère. La sensibilité est ce qui permet de témoigner à l'autre que l'on se sent concerné par sa situation. La sensibilité est ce qui me permet de lui dire « ça me concerne l'état dans lequel tu te trouves » ou plus simplement « ça me concerne ce que tu es en train de vivre ». Et je suis pour ma part toujours très étonné, mais rassurez-vous, c'est tant en Belgique qu'en France ou au Luxembourg, dans lequel j'interviens souvent, de l'atmosphère d'indifférence qui règne dans les hôpitaux, par exemple. Observez combien on est capable, avec une blouse blanche, de croiser des personnes qui sont esselées, qui cherchent leur chemin, d'autres qui sont sur une civière ou un fauteuil roulant, et personne ne porte un regard. Il y a une indifférence qui est le témoin en fait de ce manque de sensibilité à ce que ces personnes ont à vivre. Ce manque de sensibilité met en péril finalement le souci que l'on peut avoir de la dignité de la personne. Et j'ai bien noté que vous aviez une conférence cet après-midi sur la dignité, et je ne vais pas ici entrer dans tous les aspects de la dignité, mais il y a pour moi une manière de dire la dignité qui me semble particulièrement concrète pour les pratiques soignantes, et je me réfère ici à un philosophe français un petit peu oublié, Gabriel Marcel. Gabriel Marcel qui nous dit que prendre en compte la dignité de l'autre, c'est se permettre à cet autre, c'est considérer que cet autre, en toutes circonstances, est capable de prononcer deux tout petits mots, qu'il est capable de prononcer en toutes circonstances, quel que soit son état. Et ces deux tout petits mots, ce sont ma vie, ma vie. Prendre en compte la dignité de l'autre, c'est se rappeler que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous mettons en œuvre, tout ce que nous disons, eh bien, c'est toujours du corps et de la vie de l'autre dont il est question. Et c'est parce que c'est toujours du corps et de la vie de l'autre qu'on doit se montrer particulièrement attentif à ne pas blesser davantage ce sentiment de dignité, ne pas infliger davantage un sentiment d'humiliation. Et c'est ainsi qu'on peut se rappeler que ce que l'on nomme dans le jargon professionnel une petite toilette est au fond ce qui demande la plus grande attention à la personne. Parce que c'est à l'occasion d'une petite toilette qu'on fait le plus courir le risque du sentiment d'humiliation à la personne. Et vous voyez, c'est là que l'on va véritablement trouver cette forme de ce professionnalisme, ce que moi j'appelle le professionnalisme du professionnel, cette manière de préserver la dignité de la personne, quel que soit son état. Ce souci de la dignité fait appel à une qualité qu'on ne développe étrangement pas très souvent dans les formations initiales médicales et paramédicales et qui tient dans un mot que l'on ne trouve pas trop souvent, comme je viens de le dire, c'est le mot délicatesse, la délicatesse. Qu'est-ce que c'est la délicatesse? Ça vient de ce qui est délicat. Ce qui est délicat, c'est ce qui est fin, c'est ce qui est raffiné.
Qu'est-ce que c'est la délicatesse? Eh bien, c'est le sens de la finesse dans le rapport à autrui. Le sens de la finesse dans le rapport à autrui. Et on peut illustrer ce sens de la finesse en posant un certain nombre d'interrogations. Par exemple, de quel sens de la finesse suis-je capable de faire preuve dans la manière que j'ai de regarder l'autre? Nous savons tous, pour sans doute un grand nombre d'entre nous l'avoir expérimenté, qu'il y a des regards qui font du bien, mais il y a aussi des regards qui tuent. De quel sens de la finesse, deuxième interrogation, suis-je capable de faire preuve dans la manière que j'ai de parler? Nous savons qu'il y a des mots et nous savons qu'il y a des intonations qui font du bien et d'autres qui font mal. De quel sens de la finesse, encore une fois, troisième interrogation, suis-je capable de faire preuve dans la manière que j'ai d'écouter? Écouter, c'est accueillir la parole d'autrui. Et la première condition de l'écoute est celle de se taire. Je ne peux pas écouter l'autre si je parle en même temps que lui ou si je lui coupe la parole. Écouter, c'est aussi se montrer disponible. Je ne peux pas écouter l'autre, lui dire que je lui écoute, montrer que je l'écoute, si je tiens, par exemple, déjà la poignée de la porte dans la main. Et de quelle délicatesse, dernière interrogation que je vous propose là, suis-je capable de faire preuve dans la manière que j'ai de toucher l'autre ou de m'abstenir de le toucher? Il y a des touchés qui font du bien, il y a des touchés qui font mal, il y a des touchés qui gênent. Et vous voyez que la délicatesse dont il est question ici ne se résumerait pas à une forme de délicatesse tactile que vous pourriez acquérir avec une formation, par exemple, au toucher-massage. C'est plus que de cela dont il est question, c'est véritablement la délicatesse de mon être. Comment la personne que je suis fait-elle preuve, cette personne, de ce sens de la finesse dans son rapport à autrui? Et pourquoi s'intéresser à la délicatesse? C'est bien parce que pour moi, la délicatesse est ce qui exprime le mieux, le plus concrètement qui soit, que j'ai la pleine conscience en tant que soignant que tout ce que je fais, que tout ce que je dis, c'est toujours de ton corps et de ta vie dont il est question. Et vous voyez, si on s'interroge plus finement sur ce dont il est question, eh bien c'est ce que l'on peut au fond mettre en avant avec la notion d'humanisme soignant. Un humanisme soignant. Ne nous trompons pas, ce n'est pas parce que les soins sont dispensés par des humains que ces soins sont humains. Il y a des soins qui sont dispensés par les humains et qui, au fond, expriment une forme de banalisation de l'autre, un oubli de l'autre. Qu'est-ce que c'est cet humanisme soignant? Eh bien, on peut le dire de cette manière-là, c'est chercher à faire émerger l'humanité de la personne. Chercher à faire émerger l'humanité de la personne, on peut préciser, quel que soit son état, mais également quel que soit son comportement, mais également quel que soit son statut, et enfin également quelle que soit son histoire. Et vous voyez que faire émerger l'humanité de l'autre, quel que soit son état, son comportement, son statut et son histoire, autant le dire simplement entre nous, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Parce que nous avons bien des éléments qui nous conduisent finalement à négliger cette humanité en fonction d'un état, d'un comportement, d'un statut ou d'une histoire. Et quand je dis ça ne va pas de soi, eh bien c'est pour mettre en lumière que la pratique soignante, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle se montre soucieuse du sujet auquel elle s'adresse, ces pratiques-là, eh bien, est une pratique qui demande un effort. C'est une pratique qui demande un effort, et on peut le dire de cette manière-là, si vous le préférez, il n'y a pas de prendre soin possible sans qu'il n'y ait un petit peu de soi dans ce que l'on fait. On peut le dire de cette manière-là, prendre soin de la personne, ça nécessite de mettre un petit peu de soi dans les soins que l'on prodigue. Ça demande un effort. Et cet effort, alors ce serait l'objet peut-être d'une autre intervention ou d'une autre réflexion, est un effort qui a besoin d'être, je dirais, soutenu, partagé en équipe, mais également facilité par l'institution, mais ce serait un autre débat. Alors pourquoi développer cet humanisme soignant? Eh bien, c'est pour permettre justement à la personne de se sentir exister en tant que sujet à l'occasion de ce qu'on lui fait.
lui permettre de se sentir exister en tant que sujet. On peut le dire autrement si vous préférez, l'humanisme soignant est ce qui va nous conduire à essayer de chercher à honorer une personne pour l'humain qu'elle est. Honorer une personne pour l'humain qu'elle est, quel que soit son état. Un état de grande dépendance parfois, mais pas seulement. Honorer une personne pour l'humain qu'elle est. C'est assez révélateur de constater que parfois des aides-soignantes me disent que quand je procède à une toilette mortuaire, eh bien je parle à la personne. Vous voyez, ça peut sembler un petit peu dérisoire de parler à un cadavre. Au fond, bon, s'il vous répond, il faut se méfier. Mais vous voyez que cette manière-là, c'est quoi? De quoi est-ce qu'il est question? Eh bien, de dire que la personne est supérieure à son cadavre. Et donc, vous voyez, chercher à honorer une personne pour l'humain qu'elle est, quel que soit son état. Et on peut dire que va se situer là, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le professionnalisme réel, le fond du professionnalisme. Et c'est là que l'on doit se rappeler, et je voudrais bien que ce soit imprégné dès le tout début de toutes les formations initiales, que pour une personne donnée, il n'y a pas de petits ou de grands actes de soins. Il n'y a pas de petits ou de grands actes de soins. Pourquoi? Parce que tous les actes qui sont posés, du plus anodin au plus sophistiqué, concernent toujours le corps et donc la vie de l'autre. Et c'est là qu'on doit se rappeler que plus la personne est en situation de dépendance, plus une personne a besoin de mains autres que les siennes pour faire ce qu'elle ferait normalement par elle-même si elle en avait la force, la capacité ou la volonté, eh bien plus des mains, et ça nous concerne chacune et chacun, plus des mains doivent compenser ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, y compris jusque dans l'intime de l'intime, eh bien plus ces mains risquent de mettre en péril notre sentiment de dignité. Et vous voyez que là se trouve le professionnalisme du professionnel. Le professionnalisme du professionnel ne réside pas dans les actes qui sont posés, mais dans la manière que l'on a de les poser pour préserver ce sentiment de dignité, pour permettre à la personne de se sentir exister. Et c'est là qu'au fond réside la beauté réelle des pratiques soignantes. On peut se référer à ce que disait Oscar Wilde à propos de la beauté. La beauté, elle est dans l'œil qui regarde, elle ne réside pas dans l'objet regardé. C'est la manière que moi j'ai de regarder qui fait la beauté et pas l'objet que je regarde en tant que tel. Nous avons tous déjà pu constater entre nous que certains nous trouvent tel tableau, par exemple, très beau, alors que moi je le trouverais particulièrement insignifiant, voire laid. L'objet est le même, c'est le regard que l'on porte. Et vous voyez que dans une équipe soignante, quand on est capable de développer une culture de la beauté, c'est une culture du regard que l'on porte sur la personne, quel que soit l'état parfois extrêmement dégradé de son corps. Une culture de la beauté, une culture du regard que l'on porte, pour que ce que l'on a à faire, y compris avec ces corps qui sont parfois extrêmement compliqués à regarder en tant que corps, à côtoyer pour des raisons diverses, eh bien, pour ce que l'on fait puisse mettre en lumière la place de la personne à laquelle on s'adresse. Et au fond, si on s'intéresse maintenant, et j'en terminerai par là, à la question de la noblesse, mais qu'est-ce qui fait la noblesse d'un métier ? Qu'est-ce qui fait la noblesse d'un métier? Eh bien, c'est finalement la perception que j'ai, la joie que je ressens d'avoir pu préserver l'humanité de quelqu'un, quel que soit son état. On peut le dire de cette manière-là, la noblesse de nos métiers de soignants ne réside pas, encore une fois, dans ce qui est fait, mais dans la manière que nous avons de pouvoir préserver cette humanité, et c'est cette noblesse-là qui peut nous donner un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté n'est pas un sentiment orgueilleux, un sentiment de fierté, c'est ce qui nous met en joie. Face à tel corps particulièrement abîmé, eh bien, je suis en joie d'avoir pu faire du mieux que j'ai pu pour préserver l'humanité de cette personne. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.